Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus pour ma présentation de mémoire. L'idée, c'est que je vais parler un peu et ensuite on pourra répondre aux questions. Si jamais vous pouvez les poser dans le chat au fur et à mesure et je les reprendrai à la fin de la présentation ou au milieu si j'y pense pour jeter un œil. Donc, c'est la présentation de mon mémoire d'actuariat qui portait sur l'étude de faisabilité d'une solution de transfert de risque en République démocratique du Congo. J'ai soutenu ce mémoire il y a maintenant 7 mois et je suis très content de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Le programme. D'abord, je vais vous parler un peu en guise d'introduction, de où est-ce que j'ai travaillé, pourquoi je suis tombé sur ce sujet. Ensuite, je vais vous donner un peu le cadre du projet, puisque c'était dans le cadre d'une mission de conseil, donc il y avait quand même un contexte. Et cette mission de conseil s'articulait majoritairement sur une analyse coût-bénéfice, puis une analyse de sensibilité aux différentes hypothèses qui avaient été faites dans cette analyse coût-bénéfice. Donc c'est les deux volets que je vais présenter en fait, avant d'arriver assez logiquement à une conclusion. Donc en termes d'introduction, déjà je vais vous parler un peu de l'entreprise pour laquelle je travaille, qui s'appelle AXA Climate. Si vous n'en avez pas entendu parler, donc on est une entité du groupe AXA. On est courtier MGA pour le compte d'AXA XL. Notre cœur de métier historique, c'est la souscription d'assurance paramétrique climatique. Donc récemment, on a développé deux autres grands piliers, de grands pôles d'activité qui sont le conseil et la formation sous la forme d'une Climate School qui donne aux salariés sous la forme de vidéos des idées de pourquoi le changement climatique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Donc moi, je suis chez AXA Climate en tant que souscripteur d'assurance paramétrique. Mais là, il se trouve que j'avais travaillé pour la première mission de conseil qu'avait remporté AXA Climate pour le compte d'une institution bancaire multilatérale internationale. Et donc, le sujet, c'était de faire une étude de faisabilité de solutions de transfert de risque en République démocratique du Congo. Donc cette institution-là, elle travaillait dans le cadre du Programme national de développement de l'agriculture en République démocratique du Congo, qui est un projet qui s'articulait autour de 3 grands axes stratégiques. Le premier, c'était la rénovation des infrastructures, tout ce qui est route, par exemple. Le deuxième, l'amélioration des rendements. Donc pour ça, ils avaient mis au point un pack avec des semences, des outils pour permettre aux fermiers de République démocratique du Congo d'améliorer leur rendement à court ou moyen terme. Ils s'étaient concentrés sur 2 cultures qui étaient le maïs et le manioc. Et l'axe 3, qui était celui sur lequel je suis intervenu avec AXA Climate, c'était la sécurisation des revenus des fermiers. L'idée, c'est que ces packs de développement de l'agriculture, ils étaient payants, pas trop, mais un peu, et que dans l'intervalle, en fait, quand les fermiers, la première ou la deuxième année où ils utilisent ce pack, s'il y a une sécheresse, le but, c'était d'éviter qu'ils retombent sous un seuil de pauvreté ou qu'ils soient en difficulté financière à cause de l'investissement qu'ils avaient réalisé. Et l'objectif, c'était donc de protéger leurs revenus sur cette période de transition-là. Donc c'est sur cet axe-là qu'on est intervenu. Je vous ai parlé d'assurance paramétrique et ça va être quand même un sujet clé un peu dans ce mémoire et dans ce projet. Donc pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant de ce que c'est, je vais un peu vous en parler. L'idée de l'assurance paramétrique, c'est d'avoir une alternative à l'assurance, on va dire normale, qui est l'assurance indemnitaire. Je vais prendre un exemple simple. Si je détiens un hôtel aux Caraïbes, je vais avoir une assurance pour mon hôtel. S'il y a un cyclone qui passe dessus, je vais avoir des destructions, je vais faire venir des experts, je vais établir les coûts. Je vais avoir une facture que je vais envoyer à mon assureur et je vais être indemnisé sur la base de ma déclaration. L'idée de l'assurance paramétrique, c'est de simplifier un peu le processus, d'apporter aussi de la clarté dans le processus de paiement et de dire, OK, on va estimer qu'un cyclone, c'est un rayon d'action de 50 miles. Donc, je vais prendre l'hôtel, je vais dessiner un cercle de 50 miles autour. Et s'il y a un cyclone qui passe au travers, vous allez avoir droit à une indemnisation selon la vitesse du vent. C'est ça l'idée de l'assurance paramétrique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est relativement transparent parce que ça repose sur un indice climatique qui est indépendant de l'assuré et de l'assureur. Ni l'assuré ni l'assureur vont pouvoir contrôler la vitesse du vent du cyclone.
On va regarder, par exemple, comme source de données, un organisme officiel américain, dans ce cas-là. Donc il n'y a pas vraiment de fraude possible. C'est quelque chose qui est sur mesure, car en fait, on va discuter avec l'assuré de, où est votre hôtel? Quel rayon d'action est pertinent dans votre cas? Combien vous touchez selon la vitesse du vent? Et ça nous permet en fait d'être très rapide dans le cas d'un sinistre. Parce qu'on va écrire tout ça dans la police et donc ensuite, le sinistre est une fonction déterministe de l'indice climatique qu'on mesure. Ça nous permet de payer, des indemnisations même assez élevées en quelques jours ouvrés. On n'a pas besoin d'envoyer des gens sur site. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça vous donne un peu une idée générale du contexte et je vais pouvoir vous parler un peu plus du projet en tant que tel. Donc le cadre du projet, c'était l'étude de faisabilité d'une solution de transfert de risque, pour les fermiers en République démocratique du Congo. Comme c'était une étude de faisabilité, le périmètre était un peu restreint. Ce que vous avez à droite, la République démocratique du Congo, c'est quand même grand. Donc on s'est concentré sur 4 provinces, qui sont en différentes couleurs là. 2 cultures seulement, le maïs et le manioc. Et l'objectif quand même sur ce cercle restreint, c'était de couvrir sur 5 ans 1,7 million de fermiers. Donc c'est quand même pas anodin. Je vous présente ça comme le contexte général. C'était, en fait, c'est un résultat à part entière. Mais je vais pas avoir le temps de tout présenter. Donc on va partir de cette structure que vous voyez à droite comme, le point de départ de la solution de transfert de risque. L'idée, c'est que le cahier des charges initialement, c'était la slide précédente et un budget total de 20 millions de dollars. La question, c'était comment je couvre les fermiers. Donc on a pas mal réfléchi, on a pas mal discuté avec le client, on a testé pas mal de choses et l'idée qu'on a eue, c'était de dire: «OK, le budget, on va le séparer en 2 parties. Une partie fonds de réserve, qui va viser à couvrir des sécheresses ayant des périodes de retour entre 5 et 20 ans». Là aussi, les périodes de retour sont pas anodines, hein. On a calculé, on a essayé de voir ce qui rentrait dans le budget à horizon 5 ans. Et tout ce qui est au-delà de 20 ans en termes de période de retour, ça va partir dans une assurance paramétrique, dont les 10 millions de dollars de budget vont servir à payer la prime, en fait. L'idée du fonds de réserve, c'est qu'elle soit 50% paramétrique, avec le même indice que l'assurance, ce qui permet en fait d'avoir, cette structure multicouche qui soit cohérente, et 50% en soft trigger. L'idée, c'est qu'on a trouvé une association locale qui, a un peu un tiers qui soit capable de dire, en fait, il y a eu une sécheresse ou non. L'idée, c'est que sur des périodes de retour de 5 à 20 ans, on peut avoir un risque de base, c'est-à-dire un risque d'inadéquation entre la sévérité donnée par l'indice en termes de sécheresse et la sévérité de la sécheresse en réalité, d'un point de vue rendement agricole. Et plus la sécheresse est sévère, plus il y a de bonnes chances que le rendement soit mauvais. Donc le risque de base diminue en fait quand l'indice est mauvais. Par contre, sur des périodes de retour 5 ans, on peut se tromper. On peut se tromper, pardon. Et c'est l'idée d'avoir un soft trigger qui va permettre de compléter un peu l'indice paramétrique sur la partie fonds de réserve, parce que ça, c'est difficilement assurable. Sur la partie, du coup, très sévère en termes de sécheresse, on passe à 100% en assurance paramétrique, avec une structure de paiement binaire. Donc là, je vous présente ça un peu, comme un point de départ alors que c'est un résultat à part entière. Mais même en prenant comme axiome cette structure multicouche et cette répartition du budget, en fait, il y a quelques questions auxquelles on va pouvoir essayer de répondre et c'est là-dessus que je vais me concentrer. Par exemple, quel indice est-ce que je choisis? Parce que l'assurance paramétrique, ça repose sur un indice. Moi, ce que je fais assurer, c'est le rendement agricole. Comment je m'y prends? Ensuite, je vous avais montré une carte au début. Vous aviez peut-être remarqué, j'avais différentes provinces, 4 provinces de différentes couleurs, mais ces provinces, elles sont divisées en plusieurs territoires. Donc à quelle granularité spatiale est-ce que je vais étudier mon indice? À quelle granularité spatiale aussi est-ce que je vais pouvoir déclencher un sinistre? Est-ce que ça a un impact ou non? Ensuite, j'ai mentionné que l'objectif, c'était de protéger environ 2 millions de fermiers à horizon 5 ans. Est-ce que ça a un sens de regarder du changement climatique? L'idée, c'était de se positionner entre 2025 et 2030. Est-ce qu'à horizon 2030, c'est très différent d'aujourd'hui? Et finalement, on va voir que dans une première partie, pour tout ce qui est grande conclusion, sur la structure et sur les leviers que j'ai cités précédemment, on s'était mis dans un cadre un peu simple, sous des hypothèses simples, un peu un scénario de référence. L'idée, c'est de voir ensuite si on relâche ces hypothèses, est-ce que nos conclusions sont toujours valables ou non?
Ça, c'est plutôt l'analyse, la partie du coup, analyse de sensibilité qui est la troisième partie. Donc on avait 3 solutions candidates. La première, je vous ai dit que ce travail, c'était une étude de faisabilité. Elle fait suite à une étude de pré-faisabilité qui avait proposé la première solution. Donc on n'est pas reparti de 0, on est reparti de là. Cette première solution, elle proposait comme indice le SPEI, qui est un indice de sécheresse agricole classique, avec beaucoup de littérature. Il proposait de déclencher, par territoire, donc c'est la maille la plus granulaire, spatialement. Donc on paye un sinistre potentiellement à cette maille-là. Par contre, le seuil de déclenchement, c'est-à-dire la valeur d'indice à partir de laquelle on déclenche un sinistre, elle était la même pour tout le pays. Et ce qu'il proposait aussi, en première solution, c'était d'avoir une seule valeur assurée de 80 par fermier, peu importe la culture. Donc moi, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de changer un peu l'indice et de partir sur quelque chose, un peu différent, qui s'appelle le sol moisture. L'idée du sol moisture, c'est d'avoir un peu une concentration volumique de l'eau dans le sol. C'est en mètres cubes d'eau par mètre cube de sol. Donc ça peut donner aussi quand même une bonne idée de la sécheresse. En solution 2, j'ai voulu voir ce que ça faisait si je simplifiais un peu le problème plutôt que de déclencher par territoire, si je me mets une maille un peu plus large qui est la maille province. Donc vous pouvez arrondir. En France, territoire, ce serait département et province, ce serait région. J'ai voulu introduire par contre un seuil de déclenchement différencié par province, parce que la République démocratique du Congo, c'est grand, et entre les provinces du Nord et les provinces du Sud, on n'a pas du tout les mêmes climats, en fait, bêtement. Je me suis dit que ce serait intéressant de voir si ça avait un impact sur la profitabilité sur le risque de base et sur la profitabilité de la couverture pour les fermiers. Et ensuite, de différencier la valeur assurée par culture. Parce que la valorisation de ces cultures-là, en termes de rendement ou de tonnes par hectare, elle est vraiment différente entre le maïs et le manioc. Et la dernière solution, ça consistait en fait à repasser de la maille province à la maille territoire pour avoir plus de granularité, voir si ça améliorait les choses par rapport à la solution 2. Donc, ça vous donne, je pense, un bon contexte général. Et maintenant qu'on a nos 3 solutions, on s'est mis un scénario de référence qui est simple et que j'ai pas détaillé à dessein. Mais on va regarder quand même une analyse coût-bénéfice. Donc on a nos 3 solutions, un cadre bien circonscrit, bien défini, et on va les comparer. Mais d'abord, en termes d'analyse coût-bénéfice, donc comment je m'y prends? L'idée, ça va être de comparer la distribution des revenus des fermiers avec protection et sans protection pour avoir le bénéfice net apporté par la protection. L'idée du client, c'était de trouver la solution qui est la plus profitable du point de vue de l'assuré. Donc en tant que souscripteur ou qu'assureur, c'est assez amusant, c'est un peu un changement de point de vue. Et pour faire ça, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai estimé d'une part la distribution des revenus avec protection et d'autre part sans protection. Donc ce que j'ai pris en compte dans les revenus, c'est d'abord la production agricole, donc, bêtement le rendement agricole, que ce soit du maïs ou du manioc. Avec protection, j'ai ôté la prime d'assurance. J'ai aussi ôté les autres coûts d'amortissement, par exemple du fonds de réserve. Et j'ai ajouté tout ce qui est indemnisation potentielle. Et la distribution des revenus des fermiers sans protection, bah, c'est tout simplement la production agricole. Pour vous donner quand même une petite idée de comment je calcule la prime, je vais pas m'attarder, ou plutôt comment je simule tout ça. La première idée, c'est de calculer la prime d'assurance parce que ça, c'est quelque chose qui ne va pas varier en fait. Je vais donner une prime et ce sera une valeur fixe. Donc je commence par ça en fait, sur la base de l'historique de l'indice. Je vais modéliser tout ça et arriver à une prime d'assurance. Ensuite, je vais ajuster aussi des lois de probabilité sur les rendements historiques que nous ont donné les résultats de l'étude de préfaisabilité. Je vais corréler mes rendements et mon indice. Ça fait partie un peu des hypothèses simplificatrices que j'ai faites, où j'ai mis une grosse corrélation entre mes rendements agricoles et mon indice. L'idée, c'est que j'ai un indice de sécheresse qui reflète bien mes rendements agricoles. Et ensuite, j'ai simulé tout ça pour avoir mes fonctions de répartition de mes revenus avec et sans protection. Mais une fois que j'ai ça, donc, ça vous donne pas en fait la métrique que j'ai utilisée. L'idée que j'ai eue en fait, c'est de regarder les bénéfices nets un peu en termes de quantile. Donc sur le graphe de gauche, je vous ai mis un exemple de fonction de répartition de revenus non protégés en rouge et protégés par l'assurance en vert.
Ce qu'on voit, c'est que l'assurance, elle a un coût fixe, donc qui va décaler en moyenne vers la gauche mes revenus non protégés. Par contre, elle protège la queue de distribution. Donc sur le graphe de droite, j'ai représenté ça comme ça. En abscisse, j'ai les revenus des fermiers. Et en ordonnée, j'ai en fait la variation de quantile entre revenus non protégés et revenus protégés. Et on voit que la solution de transfert de risque, eh ben, elle améliore les quantiles bas. Donc une mauvaise année va être moins mauvaise grâce à la protection et elle dégrade les quantiles hauts. L'idée, c'est que les bonnes années vont servir un peu à payer pour les mauvaises années. C'est un peu l'idée de l'assurance. Et en termes de résultats, du coup, ça nous donne ça pour mes différentes solutions. Donc on voit que j'ai bien cette forme de courbe où mes, mes mauvaises années vont être améliorées en termes de quantile avec la protection, alors que mes bonnes années vont être un peu dégradées. Et on peut s'amuser un peu à analyser ça solution par solution. Donc on va commencer par le début, la première, qui est en bleu. On voit qu'elle est profitable sur la queue inférieure de la distribution, ce qui est rassurant, ce qui est l'objectif. Libre, donc le quantile autour duquel, en fait, c'est indifférent de savoir si on a pris une assurance ou non. C'est le plus bas de toutes les solutions, mais pas de manière très significative. C'est-à-dire c'est 112 $ au lieu de 115, ce qui correspond à un quantile un peu plus que 25, peut-être 30. Et par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est l'augmentation du bénéfice net pour la queue supérieure de la distribution. On voit que, par exemple, pour une année qui sera 130 $ de revenus, on a un bénéfice net de moins 5 $ avec la protection. Mais si on avait 160 $ de revenus, ce serait peut-être moins 4,5. Donc là, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que on diminue moins la profitabilité sur les très bonnes années avec cette solution-là, ce qui est pas instinctif et pas l'idée de l'assurance. Sur la solution 2, donc qui était la première solution en sol moisture avec un payout différencié par culture et un trigger par province. Là, on voit que c'est beaucoup moins profitable que les autres solutions sur la queue de distribution inférieure. Ça, je pense que c'est lié au fait qu'on a un déclenchement par province, donc moins granulaire, et donc on va moins bien capter localement les mauvaises années. Par contre, le point d'équilibre autour de 5 $, il est correct, et la forme de la courbe est logique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est strictement décroissant. Et enfin, la dernière solution, qui est similaire à la solution 2, sauf qu'on revient à un payout et à un trigger par territoire, donc à une maille spatiale plus fine, on voit que ça améliore nettement en fait la profitabilité sur la queue basse de la distribution. On capte beaucoup mieux les mauvaises années localement. On a un point d'équilibre qui est correct aussi. Et par contre, c'est la plus pénalisante sur la queue de distribution supérieure. Donc pour synthétiser un peu ces résultats-là, on voit que globalement le SPUI, en fait on voit pas grand-chose là-dessus entre le SPUI et le sol moisture parce que l'hypothèse de corrélation elle est fixée entre les rendements agricoles et l'indice. Par contre, ce que je peux vous dire sur la base de la littérature et de mon expérience à travailler avec, c'est que le SPUI, c'est un meilleur indice de sécheresse basé sur la littérature, et c'est nettement plus compliqué à calculer et à interpréter. Là où le sol moisture, c'est facile à calculer et à interpréter. Par contre, il y a peu de littérature sur la corrélation entre le sol moisture et le rendement agricole. A priori, sur des tests sur des données que j'ai pu faire dans d'autres pays où on avait des données de rendement, ça avait une bonne corrélation, peut-être meilleure que le SPUI, mais il y a peu de littérature qui soutient ça. Bon, il y en a peu qui l'invalident aussi, donc faut le garder en tête. Au niveau des caractéristiques de couverture, puisque c'est surtout ça en fait que j'ai fait varier dans cette partie, c'est la valorisation par culture, différenciée ou non, avoir un déclenchement par territoire ou par province, et avoir un seuil de déclenchement différencié ou non. On voit que valoriser par culture, déclencher par territoire et avoir un seuil de déclenchement différencié par territoire, ça permet de nettement réduire le risque de base, de réduire aussi les disparités entre les territoires et d'améliorer la diversification. L'inconvénient, c'est que c'est une logistique un peu plus compliquée et que sur les territoires qui sont un peu petits, l'indice est très volatile. Donc ça, c'est les conclusions qu'on a un peu dans l'absolu sur, en fait, quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour avoir une bonne couverture du point de vue du fermier. Mais ça, c'était dans un cas un peu parfait, un peu simple, pour nous permettre comment dire, de comparer simplement les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si je relâche un peu des hypothèses? Donc ça, c'est la partie analyse de sensibilité.
Jusque-là, j'étais dans un scénario de référence où, en particulier, j'avais pas d'hypothèse de changement climatique. J'avais supposé une corrélation parfaite entre mes indices et mon rendement agricole et j'avais pas d'élasticité des prix. Par élasticité des prix, j'entends une variation du prix de ma commodité en fonction du rendement. Parce que ce qui est rare et cher, dans un marché peu liquide comme ça peut l'être en République démocratique du Congo, en fait, si j'ai une mauvaise récolte, j'ai mécaniquement les prix qui vont augmenter. Et ça, en tant que tel, en fait, c'est quelque chose qui va permettre de mitiger le risque des fermiers. Ça, c'était un peu mon scénario de référence. Maintenant, je peux m'amuser à un peu relâcher ces hypothèses. Qu'est-ce qui se passe si j'introduis le changement climatique en scénario optimiste et pessimiste? Qu'est-ce qu'il se passe si je fais un peu bouger ma corrélation entre mon rendement agricole et mon indice? Qu'est-ce qu'il se passe si j'introduis une élasticité des prix? Il y avait d'autres sensibilités, mais que j'ai pas introduites parce qu'elles sont un peu moins rigolotes, moins parlantes, et puis bon, les conclusions étaient moins intéressantes. Donc je vais commencer par le changement climatique. Donc initialement, dans mon scénario de référence, j'avais pas de scénario sur les changements climatiques. L'idée, c'est qu'a priori, il y a quand même un changement climatique, surtout à horizon 2030 par rapport à aujourd'hui. Donc mon problème vis-à-vis de ça, c'est que mes deux indices, que ce soit le SPEI ou le sol moisture, j'ai pas de scénario tout fait qui me permette de donner l'évolution en moyenne de ces indices à horizon 2030-2050. Donc j'ai dû un peu les reconstruire à partir des projections que j'ai en revanche pour la température et la précipitation. Donc là, vous voyez un peu les graphes avec la tendance sur l'historique et la tendance projetée. Je vous ai mis le graphe à droite sur les précipitations qui est intéressant parce qu'on a l'impression historiquement qu'il y a une tendance à la baisse, mais les modèles en fait, les modèles ne donnent pas de vraie tendance à la baisse des précipitations. Quand on regarde dans le détail, en fait, ce que les modèles climatiques donnent, et c'est valable pas seulement en République démocratique du Congo pour la peine, mais un peu en France aussi ou ailleurs dans le monde, c'est que, au moins dans un avenir proche, les précipitations cumulées annuelles sont pas censées trop bouger. Ce qui va changer, c'est leur répartition au cours de l'année. On a pu le constater un peu ces dernières années, même en France, c'est que, bah, soit il pleut pas du tout pendant longtemps, soit il pleut vraiment beaucoup. Et donc ça, c'est ce que montre un peu cette courbe. Et sur la température, bah, je sais pas trop quoi dire, ça augmente sèchement. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé mes données historiques pour corréler ma température et ma précipitation à mon indice de sol moisture. J'ai utilisé une régression linéaire pour essayer de recréer mon sol moisture historique à partir de ces deux variables-là, pour pouvoir ensuite le projeter à horizon 2050. Donc on voit là les résultats, que ça colle pas trop mal, tout en sachant que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la volatilité que la moyenne. Et on voit que là, en moyenne, en fait, entre ma courbe jaune, qui est mon historique, ma réalisation, et ma courbe pointillée, qui est ce que j'ai remodélisé à partir de ma température et de mes précipitations, ça colle pas mal. Et donc, je capture plutôt bien la tendance, et c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire des hypothèses sur mon sol moisture, par exemple, à horizon 2030-2050. Donc, ce que je constate, quand je refais un peu mon calcul de bénéfice net sur mes différents scénarios de changement climatique, c'est que ma solution 1, celle qui était basée sur du SPEI, résiste beaucoup mieux au scénario pessimiste. Je suis toujours très profitable pour l'assurer sur les très mauvaises années, donc les quantiles bas. Par contre, il y a peu de confiance, enfin j'avais peu de confiance sur ce résultat-là pour la première solution parce que le SPEI, c'est un indice qui est normalisé. J'ai pas trop compris comment, j'ai pas trop compris pourquoi, et du coup, il avait pas trop de tendance claire. Donc, a priori, en termes de robustesse au changement climatique, la solution 1 est la meilleure. On constate quand même que le sol moisture, avec des hypothèses de changement climatique sur la solution 3, elle est pas mal aussi. On voit qu'il y a une grosse aggravation, par contre, du coût de la couverture. Si on regarde on voit ça sur les quantiles hauts, en fait. Le moins 20 $, il est lié juste à l'augmentation de la prime d'assurance. Parce que bah, les sécheresses sont plus probables, la prime augmente. Mais on voit qu'en termes de qualité de protection sur les quantiles bas, on est toujours autour de plus 10 $. Ça nous donne un peu un tour d'horizon sur le changement climatique.
sur ce que j'ai appelé la performance, c'est-à-dire, la corrélation entre les rendements agricoles et et l'indice paramétrique. Donc ça joue concrètement sur le risque de base, donc le risque d'inadéquation entre la perte réelle et la perte modélisée avec l'indice. On a pris des corrélations allant de 80 ce qui est relativement haut, à 20 ce qui est carrément faible. On voit que les solutions 1 et 3 sont équivalentes en fait dans le scénario de haute performance, c'est-à-dire si l'indice corrèle bien avec les rendements agricoles, bah, en fait mes solutions 1 et 3, elles sont à peu près similaires, elles fonctionnent bien. Par contre, on voit que si je dégrade ma corrélation, ma solution 3 est beaucoup plus robuste que ma solution 1. Donc ça, c'est plutôt intéressant de se dire qu'a priori, ma solution 3, elle est plus robuste en termes de si je perds ma corrélation entre mon rendement et mon indice. Donc ça, c'est des résultats qui sont intéressants, mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir en fait un historique robuste de rendement agricole en République démocratique du Congo pour trancher en fait, savoir c'est quoi la corrélation entre mon indice et mon rendement. Là, on est obligé de faire ces études et ces hypothèses parce qu'on n'a pas de données en tant que telles. Donc on tire un peu dans le noir et on essaye de voir si, bah, ce qu'on fait, ça a un sens, même si notre scénario est pas aussi bon qu'espéré, ou si ça devient carrément débile. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ça tient pas trop mal. Et enfin, la dernière sensibilité qui est vraiment pas la moins intéressante, c'est sur l'élasticité des prix. Ce que je vous expliquais, sur le fait que, bah, ce qui est rare est cher et donc sur un marché peu liquide comme celui en RDC, on peut avoir une mauvaise, année de récolte qui est compensée par une augmentation des prix. En tout cas pour les fermiers, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, je vous ai mis, 2 graphes. Le graphe de gauche, ça montre, la densité de probabilité des revenus, protégés et non protégés, dans le cas où on n'a pas d'élasticité. Et le graphe de droite montre, les densités des revenus, pareil, protégés, non protégés, dans le cas où j'ai de l'élasticité des prix. Donc là, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que l'élasticité des prix, ça réduit énormément la volatilité des revenus. C'est ce que je vous disais, c'est que, bah, en fait, ça a un rôle de vraiment de gestion du risque pour le fermier, cette élasticité des prix. Puisque une mauvaise année va être compensée par une augmentation des prix, je vais mécaniquement réduire ma volatilité. Et une très mauvaise année, dans le cas où j'ai de l'élasticité, ça va être 105 par fermier, là où ça va être un peu moins de 85 dans le cas où j'ai pas d'élasticité. C'est en fait quelque chose qui a un impact fort et en termes de structure de la couverture, c'est vachement important aussi parce qu'on se rend compte que, si on garde notre couverture telle qu'elle est structurée, donc dans un scénario de référence sans élasticité et qu'on le met dans un scénario d'élasticité des prix, c'est plus du tout intéressant. La raison, c'est qu'il faut en fait adapter le montant de l'indemnisation par culture pour prendre en compte le fait qu'on a une volatilité bien moindre. Hem, pour expliquer ça, en gros, on peut regarder bêtement la prime d'assurance. Donc là, la prime, elle est d'environ 7 par fermier. On voit que sur le graphe de gauche, en fait, on a une translation vers la gauche de mes revenus protégés, mais en fait, la queue de distribution est quand même moindre. Donc l'assurance, elle joue son rôle. C'est-à-dire que certes, en moyenne, je gagne moins, mais quand j'ai une très mauvaise année, bah, je gagne quand même plus que si j'avais pas eu de protection. Si je garde ces mêmes valeurs d'indemnisation et cette même prime dans le cas où j'ai de l'élasticité, on voit qu'en fait mon montant de prime, il est beaucoup trop élevé. C'est-à-dire que ma plus mauvaise année est pire avec assurance que sans et le montant d'indemnisation que je donne, en fait, me permet d'être plus riche, si j'ai une mauvaise année. C'est-à-dire qu'on voit que j'ai autour de 145 par fermier, par exemple. On voit que ma courbe non protégée, j'ai une probabilité quasi nulle d'avoir ces revenus, alors que si j'ai une assurance, bah, je vais peut-être les avoir. Ça, c'est lié au fait que si j'ai une mauvaise année, en fait, ma pire année devient ma meilleure. Ce qui est débile. L'assurance, le but, c'est quand j'ai ma pire année, c'est que ça devienne une année moyenne, pas que ça devienne ma meilleure. Et donc ça, c'était vachement intéressant à la fois pour notre client et pour moi de voir que l'élasticité des prix, c'est pas du tout négligeable et qu'il faut faire très attention au montant de l'indemnisation par, fermier et par culture, selon si j'ai de l'élasticité ou non. Ça, c'est une hypothèse, en fait, vraiment à vérifier.
Donc, pour conclure un peu, d'un point de vue couverture, l'objectif, c'était vraiment de structurer et d'optimiser une couverture. Et ça, je considère que l'objectif, il est atteint. À vrai dire, c'était un peu le point de départ de cette présentation. Cette couverture-là, c'était de proposer quelque chose en multicouche, comment ça fonctionne, quel genre d'indice, quel genre de trigger par territoire, par province, tout ça, en fait, bah, on a des résultats, on a proposé des choses qui fonctionnent bien et qui sont bien robustes, même pour les différentes sensibilités. Et pour les sensibilités, par contre, on se rend compte de 2 choses, c'est qu'il faut absolument avoir des données d'historique de rendement. On les a pas, elles n'existent pas, mais à terme, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Mais surtout, il faut s'assurer des prix des commodités via des données locales pour savoir si, oui ou non, hem, et ben, on a une élasticité des prix, parce que ça a un gros impact. Et donc il y a évidemment énormément de limites à cette étude, majoritairement liées au fait qu'on n'a pas de données de rendement sur site, en fait. Donc tout ce qu'on a fait là, ça vise surtout à comprendre quels leviers permettent d'améliorer ou non la couverture du point de vue de l'assuré, à quoi il faut faire attention, mais ça donne pas toutes les réponses. Il faut plus de données locales, il faut plus de choses si on veut être certain de ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant, c'est que cette solution, pas forcément je pense que c'est la solution 1 qu'ils choisissent, peut-être avec un peu des peut-être qu'ils ont mo enfin, je pense qu'ils ont choisi le SPEI, mais qu'ils vont faire quand même peut-être des déclenchements par, territoire. Ça, c'est en cours d'implémentation. Ils sont en train de sélectionner un courtier pour, mettre ça en place et à terme, bah, le vendre, le commercialiser et pouvoir protéger les fermiers en République démocratique du Congo. Ça clôture un peu ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et j'ai pas du tout regardé s'il y avait des questions, mais s'il y en a, bah, je vais y répondre. Alors, ouais, j'ai Grégoire qui me dit que l'élasticité des prix peut jouer en cas de perte partielle, mais en cas de perte totale ou presque par localité, l'élasticité ne va pas aider ceux qui ont perdu toute leur récolte. Bah, ouais, merci pour votre, remarque Grégoire, vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est pas de dire que puisqu'il y a une élasticité, il faut pas avoir recours à l'assurance. L'idée, c'est qu'il faut prendre en compte l'élasticité pour jouer sur le montant d'indemnisation qu'on donne. C'est-à-dire que si la différence entre la meilleure année et la pire année, c'est 10 ou 50, en fait, on va pas indemniser le même montant. C'était surtout ça, en fait, le point. Mais oui, vous avez raison. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, Camille qui me demande, ce que j'entends par soft trigger. Ouais, vous avez raison. Donc je vais, hop, je vais revenir là-bas. Donc l'idée du soft trigger, c'est, par opposition au hard trigger que j'ai pas défini non plus, donc je vais m'occuper de ça. Quand je parle d'assurance paramétrique, je parle un peu en je sous-entends, que j'utilise du hard trigger, c'est-à-dire un indice climatique indépendant de l'assuré et de l'assureur avec une donnée, certifiée par un gouvernement ou quelque chose comme ça. Donc je vous ai parlé du sol moisture, ça peut être une température, une précipitation. C'est quelque chose en fait de vraiment quantifiable, inattaquable, voilà, la température mesurée par Météo France, bon, personne va dire que Météo France s'est trompé. Ça, c'est l'idée du hard trigger. L'idée du soft trigger, là, c'était d'avoir recours à une association qui a des contacts locaux et qui sont capables de nous dire: «OK, bah, sur l'indice de sécheresse dit que ça va, mais en réalité, dans tel territoire, nous, on a des gens et on voit que eux, bah, en fait, c'est la catastrophe, ça va pas du tout et du coup, on a besoin de déclencher là-bas». Et ça, c'est très pertinent pour le fonds de réserve, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je vous l'expliquais, le risque de base, bah, en fait, on parle d'une corrélation. Donc une corrélation à 80, elle va être très bonne sur les extrêmes. C'est-à-dire que s'il a pas plu pendant 6 mois,
vous allez avoir un rendement agricole qui est immonde. Ça, on est plutôt bon là-dessus. Par contre, s'il a plu un peu moins que d'habitude, on ne sait pas trop. Peut-être que l'indice dit qu'en termes de sécheresse, ça allait, et peut-être qu'il a juste pas plu au bon moment. Par exemple, qu'il y a eu une sécheresse autour de la floraison du maïs, que l'indice dit bon, bah en fait, ça va. Globalement, sur la saison, il a plu suffisamment, mais qu'en fait, bah, ça s'est super mal passé pour le maïs. Et là, l'intérêt, c'est d'avoir le soft trigger, l'asso local qui va dire ouais, bah justement, sur site, là, c'était affreux, donc il faut payer. L'idée aussi de ramener ça sur le fonds de réserve, c'est que le fonds de réserve, il n'est pas assuré. Parce que le soft trigger, c'est quelque chose qui a un côté un peu plus indemnitaire, qui est pas assurable en paramétrique en tant que tel. Parce que là, pour le coup, ça dépend un peu, pas forcément de l'assuré, mais ça peut dépendre du gouvernement, ça peut dépendre de l'association. Et donc ça passe 100% dans le fonds de réserve. Donc voilà, l'idée, c'est de combiner un peu les deux sur le fonds de réserve, à la fois le paramétrique et le soft trigger, pour être capable de réduire le plus possible le risque de base. Merci pour votre question, Camille, j'espère que ça répond. Grégoire qui me demande: «L'assurance agricole fonctionne par des subsidies en général, quelle est la situation pour ce cas précis?» Ouais. Alors les subsidies, c'est, le gouvernement qui va payer une partie de la prime. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit. Ici, l'exercice, c'était effectivement d'optimiser le coût du point de vue du fermier, tout en sachant que le fermier ne paye pas la prime. La seule chose que le fermier paye, c'est son pack de développement agricole. La prime, elle est entièrement gérée par notre client comment dire? De l'étude, de cette étude-là, qui était une institution bancaire, internationale, et c'est eux, ils sponsorisent ce projet de développement et c'est eux qui payent la prime. Donc même le gouvernement en RDC, en fait, ne paierait pas cette prime-là. C'est entièrement pris en charge par, cet organisme. Pour autant, ils veulent pas la dépenser n'importe comment, ils veulent que ce soit le plus intéressant possible pour les fermiers. Ouais, j'ai, Fenguye, désolé si j'écorche votre nom, qui demande un peu comment fonctionne le sol moisture par rapport à la température, la précipitation. Alors, ouais, hop, je vous ai prévu un petit truc, au cas où. Donc le SPEI, je suis passé vite parce que j'étais pas sûr d'avoir le temps, mais bon. En gros, ça veut dire Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. Donc ça va permettre de calculer une balance hydrique, mensuelle, qui fait la différence entre la pluie qui est tombée et l'évapotranspiration qu'il y a eu. Donc ça permet en fait de voir vraiment ce qu'il reste, comme eau, mois par mois. Donc on peut avoir une balance hydrique négative, hein, s'il a beaucoup plu le mois d'avant et qu'il a fait super chaud et pas de pluie le mois d'après, on a une balance hydrique négative. Et l'idée, c'est que, voilà, on voit ça au cours de l'année. Comment c'est calculé? Il y a un papier de recherche qui est assez aride, qui explique tout ça, mais il y a des packages R qui permettent de le faire. Ils ajustent une loi log logistique sur la série, des balances hydriques. Ils calculent des quantiles sur la base de cette loi. Ils les projettent sur une loi normale centrée réduite pour, les normaliser, les détendancer. Donc ça, c'est l'idée du SPUI. Ça ressemble à ça. Voilà, vous avez un site qui permet de la voir un peu à une maille, spatiale, un peu grosse maille, mais si vous êtes curieux, ça peut vous donner une idée. Et vous voyez qu'historiquement, depuis 1949, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de tendance. Donc bon, pas de tendance sur la sécheresse, moi ça continue de m'interpeller un peu, mais voilà, c'est l'idée du SPUI. Derrière, le sol moisture, ça va vraiment regarder, l'eau qu'il y a dans le sol. Donc dans le cadre de cette étude-là, moi j'ai utilisé ERA5, donc de la donnée de réanalyse, mais des données satellites mesurent ça directement en fait. Par exemple, Sentinel va mesurer directement, le sol moisture dans le sol. Ils ont un produit comme ça à 1 km de résolution en Europe, par exemple. Et du coup, il n'y a pas de relation déterministe entre la température, la précipitation et le sol moisture. Comme je voulais vous montrer, ça marche plutôt bien. En termes de régression linéaire, on peut faire des trucs à l'échelle un peu annuelle. Ça donne des bonnes idées, mais il n'y a pas de relation déterministe. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se base directement sur cette donnée, en l'occurrence de réanalyse ERA5. On calcule une climatologie
donc c'est-à-dire la moyenne de ce que j'attendrais en termes de sol moisture. Et l'indice, il fonctionne comme un déficit quotidien de sol moisture que je vais cumuler sur la période, normalisé par rapport à ce que j'attends, pour avoir un pourcentage de déficit. Donc ça ressemble un peu à ça. Là, je vous ai même mis le ERA5 Land en termes de sol moisture, donc ça c'est une résolution de 9 km, mais dans le monde entier. Sur le graphe de droite, vous voyez, on a en vert le sol moisture, la première layer de terre, parce que donc ça doit être entre 0 et 7 cm. Vous pouvez avoir différentes layers qui vont jusqu'à 2 mètres, si je ne dis pas de bêtises, qui sont très corrélées, hein. Et donc concrètement, vous voyez que quand il pleut pas, on a quelque chose qui descend, et il y a des pics dès qu'il y a des précipitations qui après diminuent à mesure que ça s'évapore. Et donc l'indice, ça consiste en fait à prendre la moyenne de ces séries temporelles entre, je sais pas, 2000 et 2020. Ça donne la courbe noire, la climatologie, donc ce que j'attends comme sol moisture à chaque jour de l'année, et je compare par rapport à la réalisation. Et donc en fait, je vais comparer ma superficie qui est en jaune par rapport à ma superficie sous la courbe noire pour une période donnée. Ça va me donner un indice par construction entre 0 et 1. Et plus il est élevé, plus ma sécheresse est importante. Et c'est ça qui va me servir en fait de déclenchement. Euh, Voilà, j'espère que ça clarifie un peu sur les sujets de l'indice. Ah, je lis vos questions, hein. Ok, j'ai une question d'Idrissa, vachement intéressante, qui me dit que il travaille justement à couvrir les risques climatiques paramétriques au Burkina Faso depuis 2018. Et qui me mentionne l'indice WRSI de l'African Risk Capacity. Donc l'African Risk Capacity, c'est un pool de plusieurs pays en Afrique. Donc en fait, AXA Climate prend part à la réassurance de ce pool-là. Et j'utilise effectivement un indice différent encore qui est le WRSI. Donc ça, c'est un indice qui va, selon la culture et selon le lieu, en fait, calculer vraiment le déficit d'eau pour la culture selon ce dont elle a besoin par rapport à son stade de développement. C'est vachement intéressant et ça permet effectivement d'être beaucoup plus précis. En l'occurrence, pour cette étude-là, le problème qu'on avait, donc on avait discuté avec j'ai discuté avec les gens de l'ARC pour savoir comment ça fonctionnait, tout ça. Le problème, c'est qu'il leur faut beaucoup en fait d'informations pour calibrer cet indice-là, et que nous, on est incapable de savoir où sont les fermiers et quelles sont leurs pratiques agriculturales en fait. C'est pas très fixé, et ce serait assez dur d'avoir des stats fiables là-dessus. Donc on a un peu regardé, on a discuté avec l'ARC, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire, mais on a préféré s'orienter vers quelque chose de plus simple, plus compréhensible et plus facile à expliquer. Mais il y a effectivement des tas d'autres solutions. Dans le mémoire, j'en parle un peu. Je me souviens plus si je mentionne le WRSI. Je pense que oui. Mais il y a évidemment plein d'autres solutions. Vous avez raison. Et vous me mentionnez une inquiétude sur les hypothèses de paramétrisation sur le rendement agricole. Et effectivement, le rendement agricole peut être lié à la fois à des phénomènes climatiques, mais à la fois aux pratiques agriculturales. Et est-ce que la sinistralité historique est biaisée du fait de l'aléa moral? Alors, l'idée, de manière générale en paramétrie, quand on regarde du rendement agricole, on regarde des rendements à la maille régionale. En l'occurrence, dans le cadre de la République démocratique du Congo, ce serait territorial ou provincial. Il faut faire attention à l'aléa moral, mais en fait, à la maille province, normalement, on le lisse. C'est-à-dire que si j'ai un fermier qui fait n'importe quoi ou qui décide de planter en juillet au lieu de planter en mars, en fait, c'est pas censé impacter le rendement régional. Donc normalement, j'ai pas trop d'aléa moral ou de biais dans mes rendements agricoles. Je peux avoir une tendance à l'augmentation liée à l'amélioration des pratiques agriculturales, mais ça, c'est pas grave, on le prend en compte. Par contre, par exemple en France, là où on peut commencer à faire attention, c'est typiquement sur si on veut commencer à faire en paramétrique des rendements de betterave à sucre. Sur les dernières années, par exemple, avec l'interdiction des néonicotinoïdes, il y a eu un gros changement des pratiques agriculturales et du coup, les dernières années ne sont pas du tout comparables aux années précédentes.
Ou alors, cette année, si on commence à vouloir faire du rendement de blé pour l'année 2022-2023, avec l'augmentation, avec, tout ce qui se passe en Ukraine, l'augmentation du cours des engrais azotés, on peut avoir une majorité de fermiers qui décident de au lieu de faire 3 3 comment dire? 3 doses d'intrants, qui n'en mettent que 2 ou qu'1. Donc là, on peut se retrouver à un changement des pratiques agriculturales régionales. Mais, c'est pas un aléa moral, en fait, du fermier lui-même, c'est plus un changement plus global. Faut y faire attention aussi, cela dit, parce que c'est pas donné. Mais dans ce cas-là, on n'a pas de problème, d'autant que pour 2 raisons. On n'a pas de données de rendement agricole en République démocratique du Congo. Il y a pas de notion d'aléa moral ou de problème de ce genre-là, et l'indice qu'on utilise, c'est un indice qui n'est pas du coup le rendement agricole. Donc sur le sol moisture ou sur le SPI, en fait, on n'aurait pas d'aléa moral. Mais merci pour votre question, vachement intéressant. Alors, on me fait signe de parler moins vite, je peux parler moins vite, et n'hésitez pas s'il y a des trucs auxquels j'ai répondu trop vite, ou si c'était pas clair. Alors, j'ai Rodrigue qui me pose une question, heu, je ne comprends pas bien comment vous faites pour interpréter la corrélation entre le rendement et le prix à venir en cas de sécheresse. Donc j'imagine que vous faites référence à l'élasticité des prix. Quand vous me parlez de corrélation entre le rendement et le prix à venir en cas de sécheresse. Hem, je vais partir du principe que c'est ça, hein. Donc comment je fais pour l'interpréter? Je l'interprète logiquement, c'est un peu ce que je vous disais bêtement, l'élasticité des prix, c'est une notion d'économie. J'ai pas fait beaucoup d'économie, donc je vais avoir du mal à l'expliquer bien. Moi, ce que j'en comprends, c'est que ce qui est rare est cher, bêtement. Donc si j'ai un très mauvais rendement agricole et dans ce cas-là, peu de liquidité, c'est-à-dire, si j'ai des routes défoncées et qu'en fait, j'ai peu d'échanges au sein du pays ou avec les pays limitrophes, en fait, mon manioc, va devenir rare dans mon territoire. Mécaniquement, il va devenir plus cher. L'idée pour le fermier, c'est qu'en fait, il a moins de production, mais une plus grosse valorisation de sa production, donc ça mitige son risque sur le revenu pur. Maintenant, ça, c'est comment je l'interprète. Comment je l'évalue? Ça, c'était un résultat de l'étude de préfaisabilité. Ils ont utilisé des statistiques économiques qui avaient été réalisées, je crois, en 2010. Donc c'était l'une des limites, que j'identifiais dans l'étude, c'est que, vu l'impact que ça a, ça pourrait valoir le coup de refaire des stats parce que 2010, c'était il y a longtemps. Et comment ils sont arrivés à ces chiffres-là, je ne sais pas vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées jusque-là. Elles sont vachement intéressantes. On me demande: «Est-ce que je prends en compte le fait que l'État puisse fixer des prix des cultures dans l'hypothèse de l'élasticité des prix?» Pas du tout, pas du tout. Pareil, les prix des cultures, c'est quelque chose qu'on a récupéré de l'étude de préfaisabilité. Hem, je pense qu'ils ont fait ça sur des statistiques et qu'ils ont utilisé, un peu les bourses locales des différentes provinces pour arriver à ces cours-là et à arriver à un prix moyen. Est-ce que l'État peut réguler ça? J'avoue que j'en sais strictement rien. Mais oui, si c'est le cas, ce serait un truc, auquel faire attention effectivement.
Ouais, alors j'ai une question, mais je suis pas sûr de la comprendre. Hem, Comment je mets en évidence les paramètres qui me permettent d'évaluer le nombre de paiements par personne pour le fonds de réserve? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? OK, comment évaluer le nombre de paiements à effectuer? Ouais, et bah, je sais pas quoi vous montrer en réalité. Sur la même base que pour l'assurance, en fait. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Est-ce que j'ai des trucs? Ouais, bon, on peut faire ça. En gros, c'est un peu le process de tarification. C'est-à-dire que comment j'évalue le nombre de paiements? Je vais répondre comme ça et j'espère que c'est votre question, sinon, bah, vous me direz. L'idée, c'est que je récupère des données 30-40 ans d'historique, potentiellement des données projetées pour m'aider, à ajuster tout ce qui est tendance. Je mets en asif, c'est-à-dire que je vais corriger tout ce qui est changement climatique pour que les données passées, typiquement pour que 1980 ça reflète bien 2022. L'idée, c'est qu'après ça, j'ai ma série que je suppose être stationnaire et représenter mon risque actuel. Je vais, ajuster une loi de probabilité sur, cette série-là, enfin sur cet ensemble de points et simuler à partir de ça. Typiquement pour l'indice sol moisture, j'ai choisi une province particulière qui est Kasaï central pour le maïs. Ça, c'est mon historique. Je corrige de la tendance pour me ramener à quelque chose de plus ou moins stationnaire. J'ajuste une loi de probabilité. Après si je veux m'amuser, je corrèle, bon j'ai évidemment corrélé les différentes régions entre elles. Bon d'ailleurs c'est amusant de noter que, j'ai mes 3 régions qui sont proches géographiquement sont très corrélées, celle qui est éloignée l'est beaucoup moins avec les autres régions. C'est logique, logique mais amusant. J'ai une anticorrélation entre le sol moisture et le rendement puisque je voulais expliquer le sol moisture. L'indice de sol moisture, s'il est élevé, c'est une grosse sécheresse, donc un petit rendement. C'est pour ça que j'ai l'anticorrélation là. Et tout ça pour dire, une fois que je simule tout ça, et ben en fait, j'ai des ici, hop, voilà. Ici, vous voyez que pour mon fonds de réserve, j'ai déterminé en fait des triggers aussi, binaires aussi, en termes de seuil, dans le cas où je déclenche l'assurance paramétrique. Et ça, bah, en fait, quand je fais mes tirages aléatoires de, heu, de sol moisture, ici, je vais dire par exemple que, bah, peut-être, tout ce qui est, au-dessus de j'en sais rien moi, de 8 ou au-dessus de 7, ça va consister à un paiement, ah plutôt entre 7 et 8, ça va être un paiement pour le fonds de réserve, au-delà de 8, ça va être un paiement pour l'assurance paramétrique. Et c'est comme ça, au fil de l'eau un peu que je vais déterminer ce qui passe en paiement pour le fonds de réserve. Par contre pour le soft trigger, c'est un peu l'idée, c'est que c'est pas trop paramétrable. Parce que, bah, ça dépend en fait, si je savais prédire, quand est-ce que le soft trigger déclenche, j'aurais pas besoin du soft trigger en tant que tel. Donc là, il y a une petite hypothèse qui est faite. Merci Quentin pour le commentaire. Merci pour vos questions, toutes très pertinentes, hein. J'ai répondu à toutes vos questions. C'était toutes trop bien. Merci pour ça et écoutez, au plaisir de vous rencontrer peut-être un jour, hein. Au revoir.